Dans tous les médias, les scénarios ont la même base, un début, un milieu et une fin. Encore aujourd'hui, quand vous lisez un livre, regardez une série, regardez un film ou assistez à une pièce de théâtre, vous aurez un début, un milieu et une fin. Ces trois éléments étant les mêmes, peu importe le nombre de fois que vous regardez ces œuvres, et cela est normal. Face à tous ces médias que nous consommons, nous ne sommes qu'un spectateur, un témoin de l'histoire qui nous est narré, et il est donc normal de n'avoir aucun pouvoir sur son déroulé. Dans le jeu vidéo, cette position de spectateur est remise en cause par le fait qu'on nous donne le contrôle d'un personnage, nous faisant donc passer au statut d'acteur, quelqu'un qui peut avoir un impact sur l'histoire qu'on vit. Et ça a mené à de nombreuses évolutions dans ce média, notamment avec la direction prise de donner de plus en plus de liberté aux joueurs, mais cela a aussi amené à une volée de critiques assez injuste. Bienvenue dans ce storytelling sur la linéarité dans le jeu vidéo, partie 1. Petit aparté pour commencer, j'ai traité de ce sujet pour mon travail de fin d'études il y a plus de 3 ans, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la linéarité? La linéarité désigne tout ce qui est linéaire, qui va suivre une ligne fermée et n'allant que dans une seule direction, ne proposant donc qu'un seul chemin à suivre, la meilleure image de cela étant le voyage en train. Vous montez à une station A pour descendre à une station B, la fin de votre voyage en train. Et si cela fonctionne quand on est un spectateur, ça fonctionne moins quand on est un acteur, car nos actions influent le déroulement de l'histoire, donc comment retranscrire cela dans cette dernière? Deux médias l'ont magnifiquement retranscrit, le JDR et les livres dont vous êtes le héros. Le JDR, abréviation de jeu de rôle sur table, place les différents rôlistes, personnes faisant du JDR, dans la peau d'un personnage dont ils ont le contrôle total et qu'ils ont peut-être eux-mêmes créé, donnant donc un côté encore plus personnel à ce personnage. Apparence, caractère, passé, relations, compétences, tout cela est choisi par le joueur en partenariat avec le MJ, ou maître du jeu, qui incarne la fonction de créateur de l'univers où les personnages évoluent, ainsi que le narrateur de l'histoire qu'ils vont vivre. Ici, si le MJ est celui qui va poser toutes les bases de l'univers et de l'histoire, l'évolution de ce dernier revient autant à lui qu'au joueur, car les choix de ces derniers vont influencer la manière dont les différentes scènes vont se dérouler, pouvant mener à des dénouements que le MJ lui-même n'a peut-être pas envisagé, l'amenant à faire ce que tout bon rôliste est censé pouvoir faire plus ou moins bien, improviser. Savoir improviser est une compétence, selon moi, primordial pour un bon rôliste, car les actions de chacun ayant des conséquences, il faut savoir composer avec quand ces dernières ne laissent aucune autre option. Prenons un exemple. Le MJ explique à son groupe d'aventuriers que pour retrouver leur cible, ils ont 3 pistes exploitables, ces 3 pistes étant des chemins prévus par le MJ. Mais ces derniers décident de ne suivre aucune d'elles et d'aller picoler à la taverne, chose qui n'était pas prévue, mais avec laquelle le maître du jeu va devoir composer, modifiant le déroulé de son histoire, et va soit voir comment remettre son équipe sur les rails prévus, soit de suivre un tout autre déroulé. Ce genre de choses permet de créer des histoires où l'impact des joueurs se ressent autant que celui du MJ, ce dernier ayant posé tout le décor et jouant tous les PNJ, tandis que les joueurs agissent dans ce décor géant qui va changer par rapport à leurs choix et actions. Ce qu'ils font ayant de l'importance, tout comme ce qu'ils ne font pas, car c'est un point important du JDR, l'échec n'est pas synonyme de fin. Ici, rater une action va amener à des conséquences, ces dernières amenant à des péripéties qui vont amener à une autre histoire, et ainsi de suite. Tout cela étant difficile à retranscrire en jeu vidéo, car le facteur d'improvisation n'est pas parfaitement quantifiable, nous laissant donc avec une première base à exploiter, les choix du joueur doivent avoir un impact. Les livres dont vous êtes le héros sont des livres où vous incarnez un personnage et suivez une histoire écrite, cette dernière possédant énormément de choix qui vont grandement influencer votre progression, vous donnant donc un résultat qui pourra être très différent d'une personne à l'autre. Sans être un acteur à part entière, vous n'êtes pas un lecteur passif, mais un lecteur actif, car quand un choix se présente, c'est à vous de décider quelle route vous allez prendre et les conséquences de votre choix. Dans ce cas-ci, relire le livre ne vous donnera peut-être pas la même histoire, car vous avez la possibilité de faire des choix différents qui mèneront à un déroulé différent. Tel personnage ne disparaîtra pas, tel personnage sera un allié plutôt qu'un ennemi, un indice sur un mystère arrivera plus tard qu'auparavant, bref, de nombreuses possibilités de vivre une version différente de l'histoire vont se présenter, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi du côté du JDR. Les JDR et les livres dont vous êtes le héros soulèvent donc un fait. Il est possible de créer des histoires où les choix du joueur ont un véritable impact au point d'en modifier le déroulé, et ça nous amène à 2 jeux que j'avais analysés à l'époque de mon travail de fin d'études, The Wolf Among Us et Detroit Become Human. Alors, on va mettre quelque chose au clair tout de suite, je ne jugerai pas les jeux sur ce qu'ils racontent, mais sur la manière dont ils le racontent. Je ne donnerai donc pas mon avis sur leur scénario. Dans The Wolf Among Us, nous incarnons le shérif Bigby Wolf, le grand méchant loup qui s'occupe de garantir la paix dans Fableville. Le jeu reprend des mécaniques du genre du point and click, où le personnage peut se balader à travers un tableau et interagir avec des éléments du dit tableau, récupérant ainsi des objets, informations, etc. Cette mécanique d'interaction vient compléter le système de choix pendant les nombreuses phases de dialogue, où vous pouvez choisir la manière dont Bigby va agir, sympathique, antipathique, menaçant ou silencieux, chaque approche est légitime et cela va influencer la manière dont les autres personnages vont réagir avec vous. En plus des choix durant les dialogues, il y a aussi les choix qu'on va appeler
appelés les choix événementiels. Ces derniers font influencer directement l'acte se déroulant après votre choix et avoir des conséquences découlant de ce même choix. Un bon exemple est le premier choix événementiel du jeu. Bigby veut se rendre à l'appartement d'une femme retrouvée morte la veille, mais l'appel paniqué d'une connaissance le met dans une position où il doit choisir entre les deux lieux, et son choix va influencer les personnages présents, leurs actions, et même les éléments qu'il va trouver sur place. Tout cela permet à chaque joueur d'avoir une histoire différente, mais les différences se font dans les détails sur le côté, car le fond de l'histoire reste le même. Chaque chapitre commence et finit de la même manière, peu importe comment vous jouez, les différences se trouvant surtout dans les réactions qu'auront les PNJ à votre égard et la vision qu'ils auront de vous. Mais tout cela est déjà une bonne base, car le jeu réussit à donner l'impression que nos choix ont vraiment de l'importance, ce qui donnerait à peu près ça comme image si on devait représenter un arbre d'avancement dans l'histoire. Detroit Become Human part avec les mêmes principes que The Wolf Among Us, en poussant le côté choix beaucoup plus loin, car ici, le jeu possède beaucoup de fins différentes, mais parlons d'abord un peu du jeu. Ici, on se retrouve à contrôler 3 personnages différents, chacun avec leurs objectifs et manières d'agir, et si leurs histoires ne se croisent pas dès le début, elles finissent par le faire au fur et à mesure. Ici, les actions faites avec un personnage peuvent influencer les moments où on joue un autre personnage, ouvrant et fermant des possibilités. Si les premiers chapitres se déroulent à peu près de la même manière pour tous les joueurs, la manière dont vos personnages ont été caractérisés par les précédents choix vont les guider sur différentes voies qui vont elles-mêmes être divisées en plusieurs fins possibles, offrant donc un grand nombre de possibilités différentes et offrant une version de l'histoire différente à chaque joueur, et je ne parle pas de quelques différences. En 2019 sur Twitter, David Cage, le directeur, scénariste, réalisateur du projet, expliquera que ce jeu est le plus ambitieux de Quantic Dream, avec un script de 4000 pages, 65 000 variables, 300 personnages, 360 jours de tournage et 30 000 prises de vue. Pour vous donner une comparaison, le script d'un film est d'environ une page par minute, montrant le travail qui a été fait au niveau de l'attention aux détails fait sur ce jeu, mais cela est venu à un coût sur d'autres plans importants du jeu vidéo. Les deux jeux dont je vous ai parlé sont souvent labellisés comme des films interactifs, et cela s'explique par le gameplay et le level design de ces jeux. Oui, incroyable, on parle de plus que de narration sur cette chaîne. Ici, le gameplay est basique au possible, principalement basé sur celui des point and click auxquels les QTO ont été ajoutés pour dynamiser les cinématiques et leur donner plusieurs résolutions possibles, donnant quelque chose de simple mais fonctionnel avec le but visé. Pour le level design, nous sommes sur de petites zones explorables comme des tableaux, chacune d'entre elles servant pour le chapitre en cours et ne revenant que si cela a un intérêt, supprimant donc le superflu de zones dites vides. Dans le cadre de ces deux jeux, le gameplay et le level design servent le scénario et rien d'autre. Ils ont été totalement encadrés et contrôlés pour permettre aux joueurs d'avancer tranquillement dans l'histoire sans avoir à se soucier d'apprendre des combinaisons particulières, de suivre un arbre d'apprentissage ou tenir une économie avec des objets, et bien que le parti pris soit intéressant, il crée une scission claire entre ceux qui vont aimer ou non les jeux en question. Ici, on voit un premier constat clair. Donner le plus de choix aux joueurs dans l'avancement du scénario force les développeurs à prévoir beaucoup plus de scènes, personnages et dialogues pour coller avec cette liberté de choix, demandant donc de revoir à la baisse d'autres composantes importantes du média qu'est le jeu vidéo pour réussir à produire un résultat humainement faisable. Pour rendre le scénario le plus libre possible, on a enfermé le joueur dans une sorte de bulle où ses possibilités, bien que nombreuses, sont limitées. Et si maintenant on s'intéressait à une autre problématique d'un autre type de linéarité dans le jeu vidéo? Dites-moi, vous êtes plus couloir ou monde ouvert?